Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Bonne semaine à toutes et à tous. Nous sommes le 28 septembre 2015. J'espère que vous sortez d'un bon week-end et que cette semaine sera bonne pour vous. Cette semaine qui se terminera sur les marchés financiers par la publication du rapport NFP aux États-Unis. La statistique la plus importante, le chiffre macroéconomique majeur que suit bien sûr la Réserve fédérale des États-Unis. Donc cette semaine elle est chargée en termes de chiffres majeurs. Je vais l'introduire cette semaine avec vous et je vais vous proposer un tour d'horizon des graphiques de long terme des paires majeures parce que vous êtes en train d'assister, et puis là sous vos yeux actuellement l'avertissement sur les risques liés au trading, à l'émission donc Good Morning Euro Dollar. Alors un instant, voilà ça fonctionne, Good Morning Euro Dollar. Cette semaine, dans un premier temps, avant de vous parler de la semaine, laissez-moi simplement vous montrer le site dailyfx.fr. Vous avez sur notre site, dès maintenant d'ailleurs, trois articles. Analyse technique, les indicateurs de sentiment, nous vous l'avons préparé ce week-end, je vous invite à le lire. Le Speculative Sentiment Index, le quote, les indicateurs de volume, le Commitment of Traders, donc le code Strong Week, un article qui récapitule ces indicateurs de sentiment que nous utilisons chaque jour. Comment sont positionnées les grandes banques d'investissement sur le marché des changes au début de cette semaine du 28 septembre 2015 à 4 séances du rapport NFP? Eh bien la réponse dans cet article. Et enfin, si vous souhaitez réassister à l'intégralité de la conférence en ligne dailyfx du vendredi 25 septembre, et notamment à la session de trading live de Tarek El Mari, entre autres, vous avez donc un article avec un lien ici vers la playlist YouTube. Donc voilà, c'est à votre libre disposition, n'hésitez pas, les vidéos sont 100% disponibles. Alors, cette semaine, quels sont déjà les thèmes pour le marché? Au fond, j'y réfléchissais avant de lancer le live. Je pense que d'ici la fin d'année, lors des prochains mois, le marché sera alimenté par 4 grandes catégories de catalyseurs fondamentaux. Bon, le premier groupe, économie américaine, Réserve fédérale des États-Unis. La Fed peut-elle relever ses taux cette année? C'est perçu comme un risque par le marché. La deuxième catégorie, la Chine, les chiffres macroéconomiques, l'ampleur du ralentissement. La troisième catégorie, la zone euro, la perspective d'inflation notamment. Et enfin, une quatrième catégorie, inédite, en tout cas qui vient d'apparaître, microéconomique cette fois, puisqu'elle touche directement aux perspectives de profitabilité, le secteur automobile au sein de la zone euro, l'incertitude du dossier Volkswagen. J'ai rassemblé quelques chiffres et sachez simplement que en Allemagne, le secteur automobile, c'est 25% des profits des entreprises. Alors forcément, l'impact est fort sur le marché action et vous comprenez pourquoi donc c'est très suivi. Sachant qu'à la base, le marché action, ça reste quand même les perspectives de profitabilité. C'est un multiple des perspectives de profit. Sous vos yeux, une capture d'écran, mais vous avez la possibilité de le consulter en direct dans la section calendrier macroéconomique sur dailyfx.fr. Les statistiques, les chiffres majeurs de la semaine. Bon, ce lundi, pas de chiffres majeurs. Bon, admettons-le, les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis au mois d'août à 14h30. C'est pour cette raison que je vous retrouverai à 14h15. Mais non, cette semaine, sur le plan macroéconomique, elle démarre réellement demain avec l'indice des prix à la consommation en Allemagne, publié 24 heures avant l'indice des prix à la consommation pour la zone euro. Ce qui fait que ce chiffre est important, c'est qu'il s'agit de l'estimation préliminaire du mois de septembre. Et ce qui donne aussi de l'importance à ce chiffre, c'est le fait que la Banque Centrale Européenne considère qu'elle peut renforcer son QE si le contexte économique mondial agit sur les perspectives d'inflation de la Banque Centrale Européenne. Donc ça c'est la statistique pour débuter la semaine. Pour demain, l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Alors justement, cette consommation des ménages aux États-Unis, parce qu'on parle beaucoup de risques, mais moi je vois surtout les choses positives. L'économie américaine, elle va bien. Vendredi, on était en conférence en ligne, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais la révision à la hausse des chiffres du PIB aux États-Unis au second trimestre, elle est très importante. Plus presque 4% pour la croissance économique américaine au second trimestre, contre 3,7% initialement, ce sont de bons chiffres. Et ces chiffres de la croissance économique aux États-Unis, s'ils ont été révisés en hausse au second trimestre, c'est dû aux consommateurs américains. Donc, forcément, c'est une bonne chose pour l'économie américaine, cette révision en hausse de la croissance économique portée par la consommation des ménages. Mais par contre, par les marchés financiers, c'est perçu potentiellement comme un risque parce que cela peut amener la Fed à relever ses taux et le marché perçoit ça comme un risque, même si c'est une bonne nouvelle macroéconomique pour l'économie
des États-Unis. Mercredi 30 septembre, les mêmes chiffres préliminaires de l'inflation au sein de la zone euro, mais cette fois-ci pour la zone euro. Au passage, pour ceux qui s'intéressent au dollar canadien, le produit intérieur brut du Canada au mois de juillet à 14h30 mercredi. Jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'indice PMI manufacturier pour la Chine. Il s'agit cette fois-ci d'un indicateur avancé, mais qui est édité par l'agence statistique officielle de Chine. Alors ça c'est important, hein, la Chine, ses indicateurs avancés, l'amplitude du ralentissement macroéconomique en Chine et donc de la demande chinoise, c'est ça qui compte pour le monde. Au fond, on s'intéresse uniquement à la capacité de la Chine à importer, hein, parce que forcément nous on exporte soit des matières premières pour les grands pays émergents, soit des produits manufacturés. Et enfin, vendredi 2 octobre, on termine en beauté avec le rapport NFP aux États-Unis. Donc cette semaine, sur le plan des chiffres macroéconomiques, à part cette session du lundi 28 septembre, qui est somme toute légère, mais qui permet de bien la préparer justement, cette semaine est très chargée sur le plan des indicateurs macroéconomiques. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer comme introduction fondamentale. Maintenant, comme chaque lundi dans cette émission Good Morning Euro-Dollar, les paires majeures en données hebdomadaires, les chandeliers weekly, pas besoin de les regarder tous les jours. En théorie, si vous vous intéressez à des actifs, vous connaissez par cœur vos horizons de temps supérieurs. Alors on va commencer par l'US Dollar Index de FXM. L'US Dollar Index, dont la tendance haussière depuis le mois de juin 2014 est le facteur technique dominant sur les marchés financiers, qui imprime la dynamique des grandes paires de devises, qui est un des facteurs de la formation des prix sur le marché des matières premières. Alors forcément, il y a une réalité physique pour les matières premières, mais admettons que la baisse des prix n'aurait pas été la même en amplitude si le dollar US n'avait pas autant progressé depuis un an. Ce graphique de long terme du dollar US nous rappelle que, sans changement depuis maintenant 6 mois, il s'agit d'un range en plein cœur d'une tendance haussière, un range depuis le mois de mars 2015. Et au moment où s'ouvre cette semaine, qui se terminera par le rapport NFP, le marché tutoie la partie haute du range. Alors, pourquoi d'ailleurs le dollar américain est proche de la partie haute de son range? Eh bien parce que vendredi, en pleine conférence en ligne d'LIFX FXCM, eh bien nous avons pris connaissance de la révision à la hausse des chiffres du produit intérieur brut aux États-Unis au second trimestre. Alors accrochez-vous parce que ça peut faire rêver en zone euro, plus 3,9% de croissance au second trimestre contre 3,7% sur de très bons chiffres de la consommation des ménages, ce qui rappelle à quel point aux États-Unis, vu des États-Unis, le monde peut paraître très loin. Le consommateur américain moyen, et puis il ne sait même pas où situer la France, la Chine, il ne sait même pas où c'est. Enfin, j'exagère, mais concrètement, il s'intéresse d'abord à l'économie américaine, et le consommateur américain, lui, reste extrêmement confiant, ce qui peut amener la Fed à relever ses taux, et ça, par contre, pour les marchés financiers, la Fed relever ses taux, c'est pas une bonne nouvelle, en tout cas, pas dans un premier temps. Donc, c'est ce qui explique en tout cas le fait que le dollar américain tutoie ses sommets annuels. Par contre, il n'est toujours pas sorti de son range. Va-t-il en sortir avec le rapport NFP? Bon, ça, c'est absolument pas certain. Tout dépendra de ce rapport, justement, de ses caractéristiques. Voilà donc pour l'US Dollar Index de FXCM. Qui reste donc haussier, mais dans un range depuis le mois de mars dernier, donc plutôt neutre au fond à moyen terme, hein, il faut l'admettre. Alors l'euro-dollar, lui, toujours parfaitement baissier sur les graphiques de long terme. Cela fait maintenant depuis le mois d'août dernier que ce marché reste couvert par cette ligne de tendance baissière en place depuis les 1,40 $. Le risque à terme pour le taux de change euro-dollar sur le plan des fondamentaux reste bien sûr la baisse, et de revenir notamment en direction des 1,06 $. Alors ça c'est une prévision qui peut être réalisée à horizon 6 mois, 6 mois c'est long, il peut s'en passer des choses d'ici là, mais sur le plan technique, en données hebdomadaires, je note toujours cette ligne de tendance baissière, cette configuration en canal ascendant depuis le mois de mars dernier. Alors il y a deux lectures, soit c'est un canal de hausse qui permettra un jour de dépasser les 1,15, soit c'est un drapeau dans une tendance baissière et donc qui à terme fait peser un risque de baisse. Ce qui me gêne toujours sur l'indicateur technique RSI en données hebdomadaires de l'euro-dollar, c'est cette divergence baissière cachée potentielle, ici, visible sur le RSI weekly, qui fait peser donc le risque de voir dans un premier temps l'euro-dollar rejoindre la partie basse du canal. Elle passe actuellement aux alentours des 1,10 $. Mais
Depuis maintenant le mois d'août, ce marché est donc comprimé, couvert par cette oblique de tendance baissière et soutenu donc par ce canal de hausse en place depuis le mois de mars dernier. Mais le risque reste globalement baissier. Alors les autres paires majeures, il y a une paire de devises qui m'a marqué la semaine dernière, forcément, c'est l'USD-CAD. Alors, il est le chandelier weekly de l'USD-CAD la semaine dernière, on avait déjà fait un marteau début septembre. Alors ce marteau a bien fonctionné au final, hein, avec le recul, puisqu'on ce marché a monté à 1,3416 la semaine dernière, mais voilà, la clôture hebdomadaire de la semaine dernière, elle n'est pas non plus transcendantale. On n'a pas clôturé la semaine au plus haut, mais malgré tout, l'USD-CAD reste dans cette espèce de canal de hausse à faible pente depuis le 15 juillet dernier, la cassure des 1,2834 permise par, rappelez-vous, la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Canada de 0,75 à 0,50. Depuis, la hausse a tendance à se tarir, même si elle se poursuit petit à petit. Les stratégies de short sont plutôt mises à mal, mais admettons tout de même que les stratégies d'achat ne produisent plus les mêmes effets que par le passé, lorsque ce marché montait de manière beaucoup plus pentue. Alors, le taux USD-CAD, pour l'instant, continue de s'apprécier, mais tergiverse aux alentours justement de ces 1,33. En réalité, il s'agissait donc des sommets annuels. Les sommets annuels ici à 1,3330. Le marché n'est pas parvenu à s'en extraire fortement. Le cours de clôture weekly derrière nous, c'était les 1,3275. Alors au-dessus des 1,3275, toujours un biais finalement positif en tendance. Le dollar continue de s'apprécier, mais le dollar canadien ne baisse plus parce que le prix du pétrole s'est stabilisé. Donc, je dirais que la hausse reste au fond là, mais la vitesse de la hausse s'est ralentie. Sur le graphique de long terme, il n'y a pas de signaux de vente, donc jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas de signaux de vente sur les graphiques de long terme, eh bien la progression se poursuit. Le RSI weekly de l'USD-CAD trouve en premier support le niveau des 70, qui montre que depuis le début du mois de juillet, les variations positives conservent le dessus en termes de représentation relative, elles pèsent toujours plus de 70%. C'est ça, hein, ce que signifie l'axe des ordonnées sur l'indicateur technique RSI. C'est la part relative des variations haussières et des variations baissières sur la période. Alors l'USD-Yen, la situation est plus complexe. L'USD-Yen est d'ailleurs dans un range depuis le mois de décembre 2014 avec le recul. Il est soutenu par ce canal de hausse depuis octobre 2012. Je dirais qu'au fond, l'USD-Yen est dans un range de 1000 pips entre 115 yens et 125 yens. Je pense que cette phase de neutralité pourrait se poursuivre sur l'USD-Yen parce que le dollar US garde la main, certes, mais le yen japonais, dans la période d'incertitude actuelle, la Fed, le relèvement des taux, l'eurozone et l'incertitude sur les perspectives d'inflation du contexte économique mondial, ce choc microéconomique que représente Volkswagen pour le secteur automobile européen, qui rien qu'en Allemagne pèse 25% des profits, mais qui pour l'ensemble de la zone euro pèse 10% des profits, ce sont les chiffres. La Chine, bien sûr, bon, dans cet environnement d'incertitude, le yen s'est stabilisé, a même été acheté. Je vous montrerai tout à l'heure un graphique du Yen Index, le Yen Index de FXCM, que vous pouvez ajouter sur la plateforme en personnalisant la liste des indicateurs techniques. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez la section adaptée sur le forum. Vous allez voir que le Yen Index se stabilise sur ses plus bas de 1998. Alors il est stable, lui-même étant pris en étau entre son aspect refuge et la perspective de voir en octobre la Banque centrale du Japon renforcer son programme de quantitative easing. Donc, admettons que finalement l'USD-Yen est devenu sacrément neutre entre 115 et 125 yens, ici sur les graphiques de long terme. Alors, l'AUD-USD, écoutez, c'est une tendance baissière sans peur et sans reproche, qui se poursuit, qui s'est poursuivie la semaine dernière. Première résistance 0,7233, 0,7233 sur l'horizon de temps hebdomadaire. On voit d'ailleurs que la semaine dernière, le marché a fait un pullback, a réintégré le canal. Bon, le chandelier weekly ne dit pas grand-chose, si ce n'est que tant qu'on se maintient sous les 0,7233, le risque c'est de revenir au contact des 0,6770 $, ici donc sur ce graphique weekly du taux AUD USD. On en vient maintenant au GBP USD et au NZD USD pour ces graphiques de long terme.
Alors le NZD-USD c'est le même topo. Le marché forme un range au-dessus des 0,7196 $. Alors ça peut vous paraître ne rien représenter sur un graphique de court terme. C'est pourquoi en début de semaine j'ai étudié les graphiques de long terme. Vous voyez ici qu'en données hebdomadaires c'est ce niveau horizontal à 0,6196 $ qui fait que les cours se stabilisent. Le NZD-USD en données hebdomadaires, c'est un range entre 0,6196 $ et 0,6490 $. Un trading range dans une tendance baissière, alors le risque à terme, c'est toujours d'en sortir par le bas. Pour le moment, ce marché est en plein milieu de ce range 0,7196, 0,6490. Attention, ces graphiques weekly ne sont pas utilisables pour des stratégies intraday, mais par contre, ce cadre de long terme doit être connu par cœur, d'être normalement même pas obligé d'y jeter un œil si en début de semaine vous avez reporté ces niveaux de long terme sur vos graphiques de long terme. Les reporter, c'est quoi? C'est simplement de les faire figurer sur vos graphiques d'horizon de temps inférieur. Alors par contre, il y a un taux de change qui m'a marqué la semaine dernière lorsque j'étudie les bougies weekly. L'USD CAD m'a pas finalement fortement marqué puisqu'on a une clôture weekly en demi-teinte, je dirais. Par contre, le chandelier weekly du GBP USD, alors lui a été particulièrement baissier, mais voilà, il a été baissier, mais on n'a pas non plus cassé de support. Le câble, le GBP USD, il y a un niveau horizontal qui m'intéresse fortement et au-dessus duquel le marché se trouve, c'est le niveau des 1,5170. Alors ce niveau des 1,5170 avait soutenu le câble en mai 2015, l'a soutenu à nouveau au début du mois de septembre, et puis violemment le GBP USD a rechuté dessus. Alors le rejet et le retour sur le niveau est tellement fort que forcément je n'exclus pas le risque de casser les 1,5190 $ cette semaine. Le signal n'est pas donné. La clôture weekly, si on attend pour valider le signal, il sera trop tard. Moi, ce que je veux simplement vous dire en début de semaine, c'est que sur le GBP USD, surveillez de près vos clôtures journalières et même H4 par rapport au 1,5190. Pour le moment, le support tient. Le marché travaille les 1,5190, mais pourrait les briser et revenir à 1,4950 cette semaine. Donc il y a bien un niveau à suivre, c'est le niveau des 1,5190 $ ici sur le GBP USD qui me paraît tout à fait majeur, en tout cas ici sur la base de ces graphiques de long terme. Alors, je vais revenir ici sur le graphique de l'euro-dollar en weekly, je jette un œil à vos commentaires. Alors, pas mal de questions. Bonjour Panther 666 de Francfort, vue éclipse de la Lune. Eh bien, bonne semaine à vous et j'espère que c'était sympathique à revoir. Alors, commentaire de Georges sur l'économie américaine. Voilà, qui travaille. Alors, qui nous rappelle que les revenus de la drogue, des recherches et développement des entreprises, etc., sont maintenant inclus dans le produit intérieur brut, que la méthode de calcul change souvent. Oui, donc ça, je ne remets pas en cause ces données-là. C'est vrai que le débat, il n'est même pas sur la façon dont est calculé le PIB, le débat est sur la façon dont la Réserve fédérale tient compte de ces chiffres de la croissance économique. Voilà, au fond, il n'y a que ça qui compte. Voilà, alors, une question de visiteur. Quel est, selon moi, ce qu'il faut, si je devais citer un élément technique sur l'euro-dollar? Écoutez, je vous remonte moi ce graphique de long terme du taux de change euro-dollar. Si je devais faire un choix, alors j'avoue j'ai parlé pas mal de choses, je choisirais un niveau. Je vais vous donner ce niveau, c'est 1,1450. Voilà, en données hebdomadaires. Entre la ligne de tendance baissière, le canal haussier qui peut être interprété comme un drapeau. Alors, si c'est un drapeau, le risque c'est d'aller à la parité, mais pire. Et tous ces niveaux techniques, j'en choisirais un, 1,1450 $. Si le marché, et tant que le marché enregistre des clôtures hebdomadaires sous les 1,1450, le risque, selon moi, sur l'euro-dollar, c'est justement la baisse, sur la base de ces graphiques de long terme. Alors, question de visiteurs sur le GBP USD, j'y reviens et je comprends que ce taux de change ce matin vous intéresse parce qu'il est potentiellement sur un niveau critique.
Pour le moment, le niveau tient. Regardez l'importance de ces 1,5190. Alors vous, votre question, elle est maintenant sur justement le comportement intraday du GBP/USD. Moi, je bascule sur les chandeliers horaires du GBP/USD. Et sur mon graphique horaire, j'ai reporté justement ce graphique de long terme des 1,5170 $. Et vous constatez que pour l'instant, le marché le travaille. Y a-t-il une figure en triangle? Il y a un petit range, je dirais que en effet, sous les 1,5210, on pourrait faire un petit range. Et le risque là, si on en sort par le bas, c'est bien sûr de briser le niveau. En tout cas, ce matin, surveillez le câble au-dessus de ces 1,5170 $. C'est un niveau de long terme. Alors, vous assistez ici au programme Good Morning Euro-Dollar. Chaque lundi, je balaye les chandeliers weekly des paires majeures, mais du mardi au vendredi, tous les graphiques intraday, horaire 4 heures de ces paires majeures, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu. Prochaine émission à 10h30, exceptionnellement Sylvain ce matin pour le Commodities Market Report. Tour d'horizon des 8 matières premières majeures, le gold, le pétrole, le platine. Le platine c'est important, c'est l'industrie automobile. Le cuivre, c'est le baromètre des métaux industriels. À travers la formation du prix du cuivre, on peut aussi constater la réalité de la demande chinoise. Et ça, c'est un des 4 thèmes fondamentaux pour le marché, la demande chinoise. Ce sont le niveau des importations. Donc, ces matières premières sont importantes pour le marché action, sont surtout importantes pour pouvoir mesurer la réalité macroéconomique et notamment du niveau de la demande chinoise. Merci de votre attention, rendez-vous à 10h30, vous avez d'ici là le replay de l'intégralité de la conférence en ligne FXM, Daily FX du 25 septembre, avec notamment la session de trading live de Tarek El-Mari, ou encore les trucs et astuces sur le DAX basés sur les statistiques réelles avec Sylvain. Bon revisionnage de ce replay et à tout à l'heure.